Premier chapitre de questionnement avec mes invités que je salue. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Fondateur d'Atlantico. On va parler de... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un maelstrom, une énigme, quelque chose qu'on comprend pas, une chose qui devrait pas arriver, quoi, qui est là. Cette école qui pendant des années, pendant des décennies, a été celle de la formation de l'élite de France. Et Jean-Sébastien, on va pas vous jeter des fleurs, mais vous êtes passé par cette école Sciences Po, donc vous vous souvenez quand même de ce qu'a été. Moi, je me souviens de loin parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont passés aussi par cette école. Il y avait 4 sections, il fallait bosser pour y rentrer, il fallait bosser pour en sortir, c'était du travail et c'était vraiment très très loin des sittings. Alors oui, il y avait des débats et oui, il y avait des débats assez frontaux d'ailleurs, on s'en souvient, les gens n'étaient pas d'accord, ils s'interpellaient, mais tout était fait sous forme d'intelligence. Et d'ailleurs, la ministre Aurore Bergé s'en souvient, elle aussi, puisqu'elle est passée par cette école. Moi, je suis surtout très triste de la situation à Sciences Po. Moi, j'ai été tellement fière d'en être l'élève. Quand je vois ce qui s'y passe, ça n'est pas l'école que j'ai connue. C'était une école où il y avait du débat, parfois très frontal. Il y avait du combat politique, même du combat syndicalisme étudiant. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas d'antisémitisme à Sciences Po. Je suis désolée, mais quand je vois des étudiants tendre des mains rouges qui rappellent des images où des Israéliens ont été décapités, il y a deux solutions. Soit ils sont incultes, soit ils sont antisémites. Dans les deux cas, c'est un problème puisqu'ils sont à Sciences Po. Et nous accueillons le président du CRIF. Bonsoir Yonatan Arfi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ces dernières heures et ces derniers jours à Sciences Po, qu'est-ce que ça vous amène à dire comme commentaire? Un peu de désolation devant ce qui se passe sous nos yeux en France. On a vraiment le sentiment qu'il y a d'abord un mimétisme par rapport à la situation dans les universités américaines, d'une part, et d'autre part, que les radicaux ont gagné, que les radicaux, même s'ils sont très largement minoritaires, parviennent à imposer leur agenda à des effectifs pourtant d'étudiants beaucoup plus nombreux, mais qui restent une majorité trop silencieuse. Sur les mains rouges qu'évoque Aurore Bergé, vous souscrivez à l'inculture de ces jeunes? Est-ce que, je vais encore citer le Christ, j'ai déjà fait ça cette semaine, mais est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Écoutez, il y a de l'inculture, mais il y a aussi des manipulations volontaires. C'est-à-dire ? Il y a des meneurs, il y a des gens qui, au moment où ils vont chercher ce slogan et ces slogans et ces mains rouges, ce geste, savent très bien ce qu'ils font. Effectivement, c'est quelque chose qui est très connu au Moyen-Orient. Personne, parmi ceux qui ont étudié très sérieusement le conflit israélo-palestinien, ne peuvent ignorer le sens de ces mains rouges. Que des gens derrière les fassent sans comprendre est une chose, mais ceux qui les ont introduits dans le débat en France, qui les ont introduits dans les manifestations et les sittings à Sciences Po, savaient très bien ce qu'ils faisaient. Jacques Sereine l'a précisé tout à l'heure et on a entendu un peu Prisca Thévenot, qu'on va entendre, qui est porte-parole du gouvernement, qui disait que cette question de ces manifestations assez virulentes à Sciences Po et dans d'autres établissements n'ont pas été évoquées au Conseil des ministres. Que ça vous étonne? C'est pourtant une question qui est relativement transverse parce qu'elle touche les universités en tant que telles, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, mais il y a des vrais risques de contagion dans les lycées, et donc ça concerne bien sûr le ministère de l'Éducation nationale. Au-delà de ça, il y a un vrai trouble, un sujet d'ordre public. Je vais vous poser la question autrement, Yonatan Arfi. Est-ce que vous attendez du gouvernement qu'il agisse plus fortement à Sciences Po? Ce que nous attendons du gouvernement, c'est assez simple, c'est qu'on ne laisse nulle part la situation se cristalliser, c'est-à-dire que dès qu'une occupation démarre, il faut que la force publique intervienne pour déloger les occupants, parce que sinon nous aurons un effet de contagion nationale inévitable. Donc il y a besoin de fermeté, il y a besoin aussi d'efficacité et de rapidité dans l'intervention. Oui. Merci beaucoup Yonatan Arfi d'avoir été avec nous quelques instants sur Europe 1 ce soir. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Jules Torres, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Non mais c'est pas étonnant que le gouvernement se couche, puisqu'il s'est déjà couché. Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, elle avait salué l'accord entre la direction de Sciences Po et les élèves, un accord qui ne donnait pas de poursuite pour les élèves qui bloquaient, et un accord qui organisait hier, je crois, un town hall avec des sujets à Sciences Po où on a su que les partenariats avec notamment les universités israéliennes étaient maintenus. Oui, mais en tout cas quand ils acceptent la direction cet accord, il y a en effet cette question
des partenariats. Moi, ce qui est intéressant, et ça montre en fait que le problème de la Macronie, et ça on le dit, on le répète semaine après semaine, année après année, c'est qu'il y a souvent des mots assez forts, mais on n'entend pas les actes. Moi, cette semaine, en début de semaine, j'ai déjeuné avec un conseiller d'Emmanuel Macron qui m'a dit, vous allez voir, cette semaine, le président va taper très fort sur Sciences Po. Et ben, je ne vois rien, il y avait cette petite musique en début de semaine. J'entendais cette musique un petit peu, voilà, comme le président sait parfois le faire, mais on a l'impression en effet que le président et le gouvernement dans son ensemble n'osent pas prendre en main ce sujet parce qu'ils sentent évidemment que c'est un sujet qui est brûlant et qui pourrait réveiller une petite partie de la jeunesse, parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, c'est une petite minorité de sciences-pistes, d'étudiants pro-palestiniens ou anti-Israël, on les appelle comme on veut, qui met le bordel à Sciences Po depuis une semaine. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'il faut pas confondre tout. Il y a un certain nombre de militants qui sont de bonne foi, ou de gens qui réellement se sentent préoccupés par la tragédie que vivent les civils palestiniens, et personne ne peut remettre en cause la tragédie que vivent les civils palestiniens. La problématique, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que dans ces manifestations-là, il y a aussi une dimension antisémite, que cette dimension antisémite est insupportable tout simplement par principe, est insupportable pour les étudiants juifs, est insupportable aussi pour un certain nombre de professeurs eux-mêmes de confession juive. Alors, il y a eu moins de débordements de ce point de vue-là en France qu'on en a vu aux États-Unis, mais c'est évidemment absolument intolérable. Et il y a des gens qui essaient de faire l'amalgame entre les deux, justement. Et c'est toute la stratégie de la France insoumise, c'est toute la stratégie, y compris d'islamistes, qui essayent précisément de dire, mais regardez, vous criminalisez le soutien à Gaza. Non, évidemment qu'il est à la fois légitime et qu'on a parfaitement le droit d'affirmer son soutien à Gaza. Après, on a aussi le droit d'être réaliste, parce que moi, j'ai envie de vous dire... Mais on n'a pas le droit d'être inculte, puisqu'on a entendu Aurore Berger, vous avez dit, par défaut, ils commettent des actes antisémites, mais ils se rendent pas compte, c'est terrible. Non, mais je pense que certains s'en rendent compte et d'autres se laissent manipuler. Comme l'a dit Jonathan Arfi, effectivement, c'est inquiétant de la part d'élite. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est leur rapport à la réalité. Parce que ce que je constate, c'est que Joe Biden, qui est le président des États-Unis, n'arrive pas à imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Joe Biden, il a pourtant une arme nucléaire de ce point de vue-là, qui est cesser la livraison d'armes à Israël. Donc, si même lui, avec ce moyen de pression-là sur Israël, ne parvient pas à obtenir, ou avec les moyens de pression qu'il peut avoir sur le Qatar, les Américains, c'est l'existence de la base au Qatar, parce que le Qatar est impliqué dans les négociations de cessez-le-feu, les négociations de libération d'otages, parce que les étudiants français oublient très très largement de réclamer la libération des otages détenus depuis le 7 octobre. Mais donc si les États-Unis ne parviennent pas avec la force de frappe qui est la leur à obtenir quelque chose, à quel point faut-il être écervelé en quelque sorte pour imaginer que parce que vous rouleriez par terre devant Sciences Po ou devant la Sorbonne, vous allez l'obtenir? Il y a un moment... Moi, je trouve ça très bien, encore une fois, de défendre, d'attirer l'attention, de sensibiliser au sort des Palestiniens. Tout ça est, encore une fois, parfaitement légitime, mais ça n'empêche pas, ça ne force pas plus exactement à être idiot. Et juste d'un dernier mot, moi, ce qui m'inquiète de la part du gouvernement, parce qu'effectivement, on entend une espèce de mélange de discours martiaux et de grande lâcheté. Déjà, il y a une forme d'aveuglement. Quand Gabriel Attal a dit c'est un mouvement à portée d'outre-Atlantique, on voit bien qu'il y a une forme de mimétisme. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi un entrisme islamiste. Emmanuel Razavi, que vous connaissez certainement, reporter qui travaille notamment avec Paris Match, a écrit un livre passionnant, La face cachée des Mollahs. Chez Dimitri Pavlenko, justement, hier matin. Mais voilà, sur Europe 1. Et avec lequel on a beaucoup travaillé sur Atlantico aussi, les services iraniens n'ont pas organisé les manifestations, mais tentent de les instrumentaliser. Alors, ils se sont rapprochés de réseaux des frères musulmans en Europe, parce que les frères musulmans sont très bien implantés en Europe. Ils essaient de le faire aux États-Unis aussi. C'est quand même très étonnant de la part du gouvernement de ne rien entendre là-dessus. On a l'impression que c'est juste des woke un peu écervelés. Non, il y a une dimension manipulation islamiste. Et dernier point, mais je lisais dans le Figaro ce matin... Pardon. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre organisation et instrumentalisation des manifestations? Ce sont des manifestations qui ont été organisées par les étudiants eux-mêmes, par un certain nombre certainement de forces politiques françaises, la France insoumise ou autre. L'instrumentaliser, c'est-à-dire vous voyez un truc qui existe, vous arrivez et vous faites en sorte de surfer sur ce mouvement-là. Il y a quelque chose d'extrêmement perturbant. Moi, j'aimerais bien entendre les responsables étudiants là-dessus. C'est que les slogans, parfois à la virgule près, et ça a été le cas, on l'a entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon aussi, sont exactement les mêmes
slogans que ceux qu'on a entendus de la part soit du Hamas, soit du régime iranien depuis le 7 octobre. Quand on interroge les étudiants, et j'entendais encore une étudiante ce matin chez Pascal Praud, dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1, et elle disait, en fait, nous, quand on demande aussi de soutenir les otages et les familles d'otages, certains autres disent, de toute façon, les otages, ils sont morts. C'est terrible. Enfin, d'abord, c'est inexact, et ensuite, c'est terrible d'entendre ça. En fait, ce qui est assez dingue dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que tous les débats sont verrouillés. Que ce soit le débat sur les otages qui sont à Gaza, ou même sur le débat sur les otages qui sont qui sont retenus en Israël. C'est-à-dire que on a le règne de l'intolérance, que ce soit chez ces militants-là qui ne veulent pas parler de la question israélienne ou même palestinienne en fait à Sciences Po, et qui veulent vicier tous les débats interne ou externe que l'on peut avoir normalement dans une université digne de ce nom. C'est-à-dire qu'en fait Sciences Po était là pour être un temple du débat, un temple de la création de nos élites, et en fait ces jeunes étudiants qui encore une fois sont des minorités ne veulent pas débattre, veulent stopper tous les débats et veulent avoir le dernier mot, mais par la violence et par le blocage. Et c'est pas du tout comme ça en fait. L'esprit de Sciences Po à la base, c'est pas ça, c'est pas de bloquer. Ils veulent mettre un dogme en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. 19h26, je vous propose de marquer une pause. On va retrouver Jean-Luc Boujon à Lyon également, puisqu'il y a eu des blocages également à Sciences Po Lyon. Vous entendrez Patrick Martin-Genier, qu'on a l'habitude ici d'avoir en invité, et qui nous parle des questions internationales. Il est prof à Sciences Po, il est bien sûr désolé, il est bien sûr très triste de la situation. On voit tout ça après une pause sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. La situation à Sciences Po, les blocages, les radicaux ont gagné, a dit en effet Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui s'inquiétait de l'antisémitisme dans les établissements français, les établissements scolaires de hautes études. On va aller à Lyon rejoindre le correspondant d'Europe 1. Bonsoir Jean-Luc Boujon. Bonsoir Pierre. Après une nuit de blocage, les forces de l'ordre ont finalement évacué les étudiants qui s'étaient donc installés là aussi dans un amphithéâtre. Oui, ça s'est passé d'ailleurs plutôt dans le calme. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient vraiment nombreuses pour cette intervention, demandée par la direction de Sciences Po. Et face à elle, seulement une quarantaine d'étudiants, très peu d'ailleurs scolarisés à l'EEP. La majorité étaient des gens extérieurs à l'école. Et donc hier soir, ils se sont installés dans un amphithéâtre. Ils ont déployé un grand drapeau palestinien dans le hall en criant « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Et malgré les demandes de la direction de quitter les lieux, ils ont passé la nuit dans le bâtiment. Ils ont donc été délogés ce matin vers 10h30. Avant un contrôle d'identité pour tous, sauf que la plupart n'avaient pas de papier sur eux. On a pu à ce moment-là les observer, souvent en noir, avec un masque sur le visage et parfois le kéfier palestinien. Finalement, ils ont pu repartir. Ils ont déambulé quelque temps dans les rues de Lyon, tout en continuant de chanter des slogans anti-Israël, anti-Macron aussi. En revanche, et ça c'est assez questionnant, impossible d'en savoir plus sur leur motivation, sur leurs objectifs, bref, de faire notre métier de journaliste. Ils ne veulent jamais répondre aux médias. Je voulais vous faire écouter ce petit extrait alors que je tendais mon micro devant un de ces militants qui hurlait dans un haut-parleur sur le trottoir à 100 mètres de Sciences Po au beau milieu de la rue. Écoutez. Le problème, c'est qu'il y avait déjà eu un premier turnover et les gens qui avaient dormi ici la nuit n'étaient pas ceux qui se retrouvaient ce matin à 10h pour la plupart. Il y a un repas avec nous là. On veut pas. C'est une prise de parole publique. C'est une prise de parole publique. Vous avez un mégaphone. Mais là, c'est une prise de parole et c'est totalement ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Europe 1 quoi? Europe 1 dehors. Ah, Europe 1 dehors, ah oui. Voilà, Europe 1 dehors. Donc bon, je me suis senti mal à l'aise, mais bon, j'ai défendu ma position. Et cela s'est plutôt bien terminé parce qu'il y a une des militantes qui effectivement a dit c'est une prise de parole publique. Ce que je disais, il avait un haut-parleur, un mégaphone. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, évidemment, je tourne mon micro, j'ai pu rester. C'était pas très intéressant, ça disait pas grand-chose, mais en tout cas, ça montre quand même l'hostilité de ces militants-là vis-à-vis des médias traditionnels, parce que j'étais pas seul dans ce cas-là. Un petit peu plus tôt, ils avaient refusé de répondre à mes collègues de BFM, à des radios concurrentes aussi. Impossible de faire une interview. Ils ne veulent pas parler. Ils considèrent qu'on est là pour, on va déformer leurs paroles, alors qu'on leur explique que c'est faux, qu'on essaye de travailler en toute objectivité, mais enfin qu'il faut qu'on les entende, qu'on connaisse leur motivation. Ils ne veulent pas nous parler, à nous les journalistes. Donc c'est assez difficile de faire notre métier dans ces conditions. Il n'y a pas eu d'intimidation physique, mais il fallait pas non plus trop en pousser certains. Ils veulent pas vous parler parce qu'ils savent pas comment expliquer leur mobilisation, en fait. C'est ça, hein, Jean-Luc? Oui, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a en tout cas, certains sont là, sans doute un petit peu poussés par les autres, donc ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Oui, il y a du suivisme.
Ouais. Il y a vraiment du suivisme, on le voit. Et puis les leaders sont très très hostiles, et ils sont hostiles aux médias vraiment traditionnels. Ils ne veulent vraiment pas nous parler. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon d'avoir été en direct avec nous depuis Europe 1 à Lyon. Je voudrais qu'on écoute également Patrick Martin-Genier. On a l'habitude de le recevoir ici pour des questions internationales. Il est prof à Sciences Po Paris et c'est Mathis Tropigny qui l'a interrogé. Donc c'est un blocage qui est resté relativement pacifique. Il y a eu des échanges de propos assez vifs, sans doute, mais tout cela n'a pas été violent. Mais on ne bloque pas une institution de cette façon, surtout en chantant des slogans qui effectivement sont hostiles parfois à Israël. Et donc tout ça n'est pas acceptable parce que en réalité, eh bien c'est une minorité qui bloque, qui empêche la majorité même de s'exprimer, qui empêche la majorité de suivre des cours. Et ce n'est pas dans l'esprit de Sciences Po. Sciences Po, c'est la contradiction, c'est le dialogue, mais on respecte les personnes qu'on a en face. Et là, manifestement, selon moi, il y a un manque de respect. Bon ben voilà, pas de dialogue, pas de discussion. Jules Torres, on est dans un espèce de brouhaha collectif sans vraiment... Ça m'étonne quand même un petit peu tous ces gens qui rentrent dans le rang, parce que on a fait une interview de ce professeur de Sciences Po la semaine dernière, et il disait, c'était vendredi, si le calme ne revient pas à Sciences Po, je demande la fermeture temporaire. Alors donc pour des militants, s'il y a des militants pacifistes avec des slogans qui sont un petit peu énervés mais pas trop, mais qu'on demande la fermeture, moi je comprends plus. C'est surtout qu'il y a 150 étudions qui manifestent et qui sont des radicaux sur 15 000 qui voudraient éventuellement continuer à bosser. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, notamment sur le pacifisme. C'est-à-dire que on entendait là votre correspondant d'Europe 1 à Lyon qui disait que en fait finalement les militants n'étaient pas loin de la violence. Nous on a vu nos confrères de CNews, Audrey Berthaud et Raphaël, son JRI la semaine dernière, se faire agresser, se faire molester, se faire descendre sa caméra. Bon, c'est pas tout à fait moi ce que je considère comme du pacifisme, mais en fait tout ça montre à la fin que ces gens-là ne veulent pas débattre, qu'ils refusent de donner leurs arguments et que c'est très mauvais tout ça pour non seulement la liberté d'expression mais le débat d'idées en général. Je voudrais qu'on entende Prisca Thévenot parce que tout à l'heure Jacques Serret a passé effectivement un petit bout de la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, et quand on lui pose la question, voici in extenso ce que tente de dire la porte-parole du gouvernement. Alors le point n'a pas été abordé dans l'ordre du jour du Conseil des ministres, mais vous êtes bien au courant que le sujet est bien évidemment suivi, aussi bien par le Premier ministre que la ministre en charge, Sylvie Retailleau. Le point d'orgue est le suivant, c'est de rappeler déjà que nos universités françaises sont des lieux d'excellence, sont des lieux de savoir, sont des lieux de débat et de dialogue. Quand il y a effectivement un conflit qui s'ouvre, le premier des sujets, c'est de le résoudre par le dialogue. C'est ce qui a été mis en place par un certain nombre de présidents d'universités. Quand ce dialogue aboutit à des conclusions acceptées, il faut qu'elles soient respectées. Maintenant, il peut arriver, et c'est ce qu'on a pu voir récemment, que les conclusions de ces dialogues ne soient pas respectées. Alors là, il faut rappeler quelque chose qui est assez simple et qui a été rappelé par Gabriel Attal lui-même, la fermeté est là et elle doit le rester. Jean-Sébastien Ferjou, vous qui êtes un boomer comme moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'entendre le sketch de Coluche ? On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé. Non, mais c'est pour ça tout à l'heure j'évoquais un peu la contradiction dans l'attitude du gouvernement qui à la fois est capable de tenir des discours martiaux et puis qui finalement cède beaucoup. Oui. Et puis qui nage aussi. Hein. Là, on est quand même sur le dos crôlé. En plus, je suis pas certain qu'ils dosent exactement leur réaction, parce que l'autonomie universitaire, l'autonomie, je pense c'est plus simple. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé la nuit dernière est plus intéressant. C'est l'administrateur provisoire de Sciences Po lui-même qui a appelé la police. C'est pas la même chose que le gouvernement décidant de s'imposer ou Gabriel Attal venant. C'est moi ce que je venais me sauver, quoi. Oui. Quand Gabriel Attal est venu il y a quelques semaines après qu'une jeune étudiante, c'était au tout début, ça, qu'une jeune étudiante juive ait été refusée d'entrer dans l'amphithéâtre de Sciences Po, que ne se pose-t-il la question de la succession à la tête de Sciences Po? Parce que moi, je lisais le Figaro ce matin, et qu'est-ce que je découvre comme liste de successeurs possibles? Je découvre Rima Abdul-Malak, l'ancienne ministre de la Culture, qui ne s'est pas particulièrement illustrée pour avoir fait partie de l'aile dure sur la laïcité ou républicaine de ce point de vue-là du gouvernement. Najat Vallaud-Belkacem, Aurélien Rousseau, ancien directeur d'Elisabeth Borne, qui a commencé sa carrière en tant que communiste. Qui n'est plus au gouvernement parce qu'il a refusé de voter la loi immigration. Enrico Letta, qui lui au moins a un doctorat, contrairement aux autres, donc au moins il a les qualificatifs universitaires, mais qui est ancien président du Conseil italien, enfin Premier ministre italien, socialiste. De gauche, Est-ce que Sciences Po n'aurait pas besoin
d'une personnalité comme Jean-Sébastien Ferjou, certainement plus neutre, je n'ai pas de doctorat non plus, plus neutre, capable d'imposer justement le retour au calme, d'imposer le pluralisme, parce que ça fait longtemps qu'un certain nombre de professeurs de Sciences Po alertent sur la dérive. Mais la dérive est-ce que vous pensez qu'on peut y aller entre guillemets au Karcher? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut arriver, s'imposer en disant voilà, on arrête, on ferme pas, mais pas nécessairement au Karcher, mais au moins retrouver la promesse de l'école. C'est quoi cette école? On l'a créée en 1872. C'est quoi je crois pas. C'est quoi cette école? C'est quoi ses élèves? Vous savez comment fonctionne des responsabilités. Vous savez quel est le fonctionnement de Sciences Po? Les élèves, il n'y a pas de gens qui arrivent dans votre studio si vous les avez pas invités. Je suis venu parce que vous m'avez appelé. J'entends bien. Donc je pense que les élèves qui sont à Sciences Po, c'est quand même, ils ont été un minimum sélectionnés. Donc c'est quand même la responsabilité. Mais quelle est la sélection? Est-ce que c'est la sélection qui est la même que de votre temps? Vous savez ce qu'on prend comme élève aujourd'hui? On prend des 11 sur 20 qui viennent de zones d'éducation prioritaire parce qu'on veut la mixité à Sciences Po. Avant, il y avait un concours, il fallait avoir, quand on avait une mention très bien au bac, on rentrait directement sans passer le concours, et sinon il fallait être excellent, quoi. J'ai une question pour vous. Ouais. Est-ce que vous savez quelle est la part d'étudiants étrangers à Sciences Po? Jules Torres. Oui, c'est plus de la moitié. C'est 50%. Ouais. Alors le problème, c'est pas qu'ils soient étrangers, c'est qu'on fait venir des étudiants qui viennent des pays anglo-saxons ou des pays arabes et qui n'ont de fait ceux qui ont les moyens de payer des frais de scolarité très élevés. Pas tout à fait la même vision, par exemple de la laïcité. On n'a pas du tout la même vision, je sais pas moi, sur Israël. Et donc il faut pas s'étonner déjà qu'on a un petit problème avec nos étudiants français, quand on importe des étudiants étrangers, anglo-saxons, arabes, qui sont à l'antithèse de ce que normalement... Moi, je vous ai pas parlé d'étrangers, je vous ai parlé des notes. C'est-à-dire qu'on va chercher aujourd'hui des gens qui ont des mauvaises notes. Voilà. Mais le sujet au-delà des notes, qu'il puisse y avoir, c'est Richard Descoings qui avait lancé ce mouvement-là, qu'on aille chercher de la diversité sociologique, moi ça me paraît très bien. La question c'est comment allons-nous chercher de la diversité? Parce qu'en réalité, on va chercher de la diversité qui n'est jamais qu'en miroir. C'est-à-dire si vous arrivez et que, je sais pas, vous êtes Jean Messia par exemple, ou que vous êtes Malika Soral, ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que la seule diversité, c'est celle éventuellement de votre couleur de peau ou de ce que vous pouvez afficher comme orientation sexuelle ou je ne sais quoi. En revanche, il faut vraiment montrer patte blanche pour être dans la conformité idéologique absolue. Et ça, c'est une trahison de l'esprit de Sciences Po. C'était l'école nationale libre des sciences politiques quand ça a été créé en 1872, après l'effondrement du Second Empire, parce qu'on avait besoin de créer des élites françaises qui ne pensent pas toutes sur le même moule. On a recréé un truc, peu importe que vous veniez d'un quartier, moi ça me paraît très bien qu'il y ait des gens qui viennent de quartiers dits populaires et qui puissent faire partie des élites. Mais s'ils ont 18 ou 17 sur 20, ça me pose pas de problème. Admettons qu'ils aient eu... 11. Non mais admettons, on peut en discuter à l'infini, mais c'est pas forcément l'objet là maintenant, qu'ils aient eu moins de chance dans la vie, moins de capital culturel. Admettons qu'on leur donne un coup de pouce. Le sujet, c'est au moins choisissez-en qui soient aussi capables de penser par eux-mêmes et de penser différemment, pas des gens quand vous essayez de modeler sur le mot. Qu'est-ce que ça change finalement si vous les prenez dans le 9-3 plutôt que de les prendre dans le 7e arrondissement, mais vous leur demandez de penser exactement pareil que s'ils venaient du 5e arrondissement. Ça n'a aucun intérêt. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'on va clore ce sujet parce que, en plus, on va en reparler dans les jours suivants et on espère que la situation va s'apaiser. On va parler dans un instant avec vous, Jean-Sébastien et Jules de Bardella, parce que on va se demander s'il a réussi le test. On va se retrouver dans un instant, le test du débat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1.